Éléonore n'est plus là pour te couver, Fanta. Il est temps que tu apprennes à connaître ta place. » Ces mots glaciaux, prononcés dans le lourd silence qui a suivi les funérailles, sont la déclaration d'une guerre. La propre place que la famille Dubois lui destinait était celle d'un fardeau sur le point d'être écarté. Mais sa véritable place, scellée dans une lettre secrète, était celle de l'unique héritière d'une fortune de 450 millions d'euros. Fanta accepte ce rôle, courbant l'échine face à leur humiliation, non par faiblesse, mais parce qu'elle avait besoin qu'ils révèlent eux-mêmes leur vrai visage. C'est la partie d'échec d'une jeune femme qui a perdu sa seule mère, mais qui a trouvé son arme la plus puissante dans son propre silence. Suivez-nous et vivez chaque rebondissement de cette histoire. Abonnez-vous maintenant et soutenez notre chaîne. La lumière pâle d'un après-midi gris s'infiltrait à peine à travers les lourds rideaux de velours du salon des Dubois. L'odeur entêtante des lys, vestige de la cérémonie funéraire d'Éléonore, flottait encore dans l'air, mais le silence qui suivait le départ des derniers invités semblait plus oppressant encore. Fanta Martin, assise sur un fauteuil ancien, serrait une tasse de thé froid entre ses mains tremblantes. Chaque gorgée était un effort, comme si avaler pouvait apaiser le vide laissé par la perte de sa mère adoptive. Autour d'elle, le luxe ostentatoire de la pièce, les dorures des cadres, les tapis persans, les lustres étincelants, contrastaient cruellement avec la froideur des regards qui l'évitaient. Charles Dubois entra le premier, sa silhouette élégante impeccablement vêtue d'un costume sombre, suivi de près par Béatrice, sa sœur, dont les talons claquaient l'un des sur le marbre. Ils ne prêtèrent aucune attention à Fanta, leur voix résonnant dans un échange feutré, mais chargé de sous-entendus. « Il faut être pragmatique maintenant », murmura Béatrice, ajustant ses gants de soie avec une précision exagérée. Éléonore avait un cœur trop généreux, trop, parfois. Charles, les yeux fixés sur un tableau accroché au mur, un portrait de leur grand-mère Dubois, acquiesça d'un hochement de tête. Oui, les actifs doivent être liquidés, les décisions prises. Nous devons protéger l'héritage familial. Fanta sentit son estomac se nouer. L'héritage familial, ces mots, prononcés avec une telle assurance, l'excluaient sans détour. Elle posa la tasse sur la table basse, le léger tintement du porcelain attirant à peine un regard de Charles. Rassemblant son courage, elle tenta de s'insérer dans la conversation. « Je pourrais aider, peut-être ?» Maman gardait ses dossiers dans son bureau. Sa voix, douce mais ferme, fut coupée par un rire sec de Béatrice. « Aider !» lança-t-elle, son regard glissant sur Fanta comme si elle n'était qu'un meuble mal placé. « Tu penses vraiment être à la hauteur des affaires des Dubois ? Va plutôt préparer du thé, c'est ce que tu fais de mieux. » Charles, sans lever les yeux de son journal, ajouta d'un ton glacial. « Ne nous dérange pas, Fanta. Nous avons des choses plus importantes à régler. » Chaque mot était une lame, mais Fanta resta immobile, son visage impassible masquant la tempête qui grondait en elle. Elle avait appris, au fil des années, à encaisser les piques de cette famille qui ne l'avait jamais pleinement acceptée. Éléonore, sa lumière dans cette maison froide, lui avait enseigné à ne jamais montrer sa faiblesse. « Garde la tête haute », lui avait-elle dit un jour, après une remarque cinglante de Béatrice lors d'un dîner. Leur mépris ne définit pas qui tu es. Ce souvenir, vif comme une flamme, la poussa à se lever. « Je vais dans le bureau », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour eux, avant de quitter la pièce sous leurs regards indifférents. Le bureau d'Éléonore était un sanctuaire, un refuge où Fanta avait passé des heures à écouter sa mère adoptive parler d'art, de littérature ou de stratégie en affaires. Les étagères débordaient de livres anciens, et l'odeur du papier mêlée à celle du parfum d'Éléonore emplissait encore l'espace. Fanta s'approcha de la bibliothèque,
ses doigts effleurant les reliures. Elle cherchait un recueil de poèmes qu'elle relisait ensemble, un rituel qui les unissait dans les moments de doute. En tirant le volume, un craquement sec résonna et une enveloppe épaisse glissa au sol. Son nom, écrit de la main élégante d'Éléonore, ornait le papier jauni. Fanta s'assit au bureau, le cœur battant, et ouvrit l'enveloppe sous la lumière tamisée d'une lampe ancienne. La lettre, rédigée avec une urgence contenue, semblait vibrer d'une présence vivante. « Ma chère Fanta, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Ils vont bientôt te montrer leur vrai visage. Ne crains rien. Je t'ai donné tout ce que j'avais, pas seulement de l'argent, mais du pouvoir. Tout est à toi. Mais avant de le réclamer, laisse-les croire que tu n'as rien. Contacte Maître Moreau. Le mot de passe est ta réponse à la première question que je t'ai posée lorsque nous nous sommes rencontrés. Fie-toi à ton instinct. Découvre qui ils sont avant de leur montrer qui tu es. » Les mots d'Éléonore, empreints d'amour et de calcul, firent monter des larmes que Fanta refoula rapidement. Elle se souvenait de cette question, posée dans un orphelinat il y a des années. « Quel est ton plus grand rêve ?» Sa réponse murmurait timidement « Avoir une maison ». Elle replia la lettre, son souffle plus régulier, son regard durci par une détermination nouvelle. À cet instant, des voix étouffées lui parvinrent depuis le couloir. Charles et Béatrice, pensant être seuls, discutaient à voix basse. « Il faut la faire partir rapidement », souffla Charles. « Elle n'a aucun droit ici. Éléonore a été naïve, mais nous serons pragmatiques. » Béatrice ricana. « Une pension modeste peut-être, pour calmer les apparences, mais pas un centime de plus. Cette maison, ces tableaux, tout cela appartient aux Dubois. » Fanta serra les poings, la lettre toujours dans sa main. Il pensait la briser, la réduire à une ombre dans leur monde doré. Mais il ne savait pas qu'Éléonore lui avait laissé bien plus qu'une maison. Elle lui avait donné une arme. Elle glissa la lettre dans sa poche, éteignit la lampe et quitta le bureau en silence. Dans le couloir, elle croisa Béatrice, qui donnait des ordres à une domestique pour nettoyer les affaires inutiles d'Éléonore. Fanta baissa les yeux, jouant le rôle qu'ils attendaient d'elle. Docile, invisible, mais à l'intérieur, une tempête se levait. « Vous voulez jouer ?» pensa-t-elle, le menton relevé dans l'obscurité. « Alors jouons. » Elle trouverait Maître Moreau. Elle suivrait le plan d'Éléonore, et elle leur montrerait que sous-estimer la fille qu'ils méprisaient était leur plus grande erreur. Le grincement des lattes sous les pas de Fanta résonnait dans l'escalier étroit menant au grenier, où elle avait été reléguée une semaine après la disparition d'Éléonore. L'humidité s'infiltrait dans les murs, et une odeur de moisi remplaçait désormais le parfum des lys. Chaque pas semblait alourdir le poids de l'humiliation, mais Fanta avançait, tête baissée, dissimulant la flamme qui brûlait en elle. La lettre d'Éléonore, cachée dans la poche de son cardigan usé, était un rappel constant de sa mission. Observer, attendre et frapper au moment opportun. Ce matin-là, elle descendit avec un plateau de café, ses mains fermes malgré l'épuisement d'une nuit sans sommeil. Dans la salle à manger, Charles et Béatrice étaient déjà attablés, entourés de plats d'argent et de porcelaine fine. La lumière du lustre faisait scintiller leurs bijoux, mais leurs visages restaient froids. Fanta posa le plateau avec précaution, s'attendant à une nouvelle pique. Elle ne fut pas déçue. Béatrice prit une gorgée de café, fronça les sourcils et reposa la tasse avec un claquement sec. « C'est tiède », lâcha-t-elle, son regard perçant fixé sur Fanta. « Si tu veux rester sous ce toit, apprends à faire les choses correctement. » Charles, plongé dans un journal financier, ajouta sans lever les yeux « Sois indulgente, Béatrice. Fanta doit s'adapter à sa nouvelle réalité. C'est une leçon de vie que nous lui offrons. » Fanta sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais elle garda le silence.
Elle avait délibérément ajouté trop de sucre dans le café de Béatrice. Un acte de défi discret. « Je vais le refaire », murmura-t-elle, son ton neutre masquant un sourire intérieur. « Chaque insulte est une pièce de plus sur l'échiquier », pensa-t-elle. « Vous ne savez pas que je joue déjà. » Elle ramassa le plateau, mais avant de quitter la pièce, elle croisa le regard de Béatrice, qui semblait irritée par son calme. « Ne traîne pas », lança cette dernière. « Nous avons des invités cet après-midi. » L'après-midi apporta une lueur d'espoir inattendue. Chloé, la cousine de Fanta, entra dans la maison avec une énergie nerveuse, ses boucles blondes dansant sous son chapeau. En voyant Fanta à genoux, un chiffon à la main pour nettoyer le parquet, elle s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Fanta !» souffla-t-elle, tirant sa cousine dans un coin du couloir. « C'est inhumain! Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi parler à mon oncle. » Fanta posa une main sur son bras, son regard ferme mais doux. « Non, Chloé, ça ne ferait qu'empirer les choses. Je vais bien, je dois juste trouver ma place. » Chloé hésita, son visage partagé entre la compassion et l'impuissance. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant sa peur de défier sa famille. Fanta lui offrit un sourire triste. « Tu veux m'aider, mais tu ne sais pas comment, » pensa-t-elle. « Pas encore. » La journée s'écoula dans un tourbillon de tâches ingrates. On avait chargé Fanta de nettoyer le vestibule, de ranger les manteaux des invités, de servir du thé. Chaque ordre de Béatrice était une flèche empoisonnée, mais Fanta obéissait, son silence calculé. En fin d'après-midi, alors qu'elle époussetait une console ornée de bibelots, Béatrice s'approcha, un vase de porcelaine à la main. « Attention !» dit-elle d'un ton faussement distrait, avant de laisser le vase glisser de ses doigts. Il s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant. Fanta se figea, son chiffon suspendu en l'air. Béatrice hurla immédiatement. « Regarde ce que tu as fait, espèce d'incapable! Ce vase valait une fortune !» Charles apparut comme par magie, son visage sévère. « Calme-toi, Béatrice, » dit-il, mais son ton était trop mesuré pour être sincère. « Nous déduirons cela de la petite pension que nous te versons pour tes dépenses. C'est la seule chose juste. » Fanta serra les dents. Il n'avait jamais donné un centime, mais cette accusation était une nouvelle arme pour l'humilier. « Ce n'est pas moi, » dit-elle calmement, ses yeux plantés dans ceux de Charles. Il arrosa un sourcil, comme si elle venait de confirmer sa médiocrité. « Ne discute pas, » répondit-il. « Va nettoyer ce gâchis. » Seule dans le grenier ce soir-là, Fanta s'assit sur son lit étroit, les éclats du vase encore gravés dans son esprit. Elle sortit la lettre d'Éléonore de sa poche, mais ne l'ouvrit pas. À la place, elle fouilla dans une boîte de souvenirs qu'elle avait réussi à sauver du grand ménage de Béatrice. Ses doigts trouvèrent un fin bracelet d'argent, un cadeau d'Éléonore pour son 15e anniversaire. « Pour te rappeler que tu es précieuse », avait dit sa mère adoptive en le lui offrant. Fanta le serra contre sa poitrine, sentant une force renaître en elle. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un talisman, un lien avec la femme qui l'avait choisi. Elle se leva et s'approcha de la petite fenêtre du grenier, regardant la silhouette imposante de la maison du bois dans l'obscurité. Charles et Béatrice pensaient la réduire à une servante, une ombre qu'ils pouvaient contrôler. Mais ils ignoraient qu'elle observait chaque geste, chaque mot, gravant leur cruauté dans sa mémoire. Le bracelet glissa sur son poignet, froid contre sa peau. « Vous voulez que je sois invisible, » pensa-t-elle, « mais je vais vous aveugler. » Demain, elle commencerait à creuser plus loin, à chercher les failles en de ceux qui se croyaient intouchables. Pour l'instant, elle devait jouer leur jeu, rester la servante silencieuse qu'ils attendaient. Mais pas pour longtemps. La pluie battait contre les vitres du grenier où Fanta s'était réveillée, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Chaque jour passé dans cette maison
semblait resserrer l'étau autour d'elle, mais la lettre d'Éléonore, toujours cachée dans sa poche, était une encre. Elle descendit l'escalier, le bracelet d'argent d'Éléonore glissé à son poignet, un rappel discret de sa détermination. Depuis une semaine, sa relation avec Chloé, sa cousine, était devenue une lueur fragile dans l'obscurité des humiliations infligées par Charles et Béatrice. Ce matin-là, Fanta s'accrochait à cet espoir, espérant que Chloé pourrait être une alliée, même vacillante. Dans la cuisine, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Chloé entra, ses pas hésitants. Elle s'arrêta près de l'évier, où Fanta rinçait des assiettes. « Viens avec moi », murmura Chloé, jetant un regard nerveux vers la porte. Elles se glissèrent dans le cellier, un espace étroit, où l'odeur du pain rassis emplissait l'air. Chloé serra les mains de Fanta, ses yeux brillants d'émotion. « Je n'oublierai jamais ce jour où maman nous a emmenés à cette exposition d'art, » dit-elle, un sourire tremblant sur les lèvres. « Elle disait que tu voyais les tableaux comme personne d'autre. » Fanta sentit une chaleur dans sa poitrine, un souvenir doux amer. « Elle me faisait sentir que j'avais ma place, » répondit-elle, sa voix basse mais ferme. « Toi aussi, Chloé, tu étais la seule à ne pas me regarder comme une étrangère. » Chloé baissa les yeux, gênée. « Je veux t'aider, Fanta. Ce qu'ils te font, ce n'est pas juste. » Mais cet instant de complicité fut interrompu par la voix stridente de Béatrice, qui résonna depuis le couloir. « Fanta, où es-tu encore ?» Fanta échangea un regard avec Chloé, qui murmura « Je vais parler à mon oncle. » Fanta secoua la tête. « Non, attends. Ils ne doivent pas savoir qu'on est proches. » Chloé acquiesça à contre-cœur, mais son hésitation trahissait sa peur de défier sa famille. Fanta retourna à ses tâches, son esprit tournant à plein régime. « Si Chloé faiblit, je serai seule, » pensa-t-elle. « Mais je ne peux pas la forcer à choisir. » L'après-midi, Béatrice convoqua Fanta dans la chambre d'Éléonore, un sanctuaire que Fanta évitait depuis la disparition de sa mère adoptive. « Prends cette boîte sur l'armoire, » ordonna Béatrice, son ton faussement neutre. Fanta grimpa sur un tabouret, ses doigts effleurant une vieille boîte en bois. En redescendant, elle sentit un poids inhabituel dans la poche de son tablier. Intriguée, elle y glissa la main et découvrit un éclat froid, une broche en diamant, un bijou qu'Éléonore chérissait. Son cœur s'accéléra. Elle n'avait pas touché cette broche, mais avant qu'elle ne puisse la reposer, Béatrice revint, suivie de Charles. « Où était ma broche ?» demanda Béatrice, son regard acéré. Fanta sentit un piège se refermer. « Je ne l'ai pas prise, » dit-elle, mais sa voix semblait faible face à l'accusation imminente. Charles, avec une lenteur calculée, fouilla le tablier de Fanta devant Chloé, qui venait d'entrer, alertée par les cris. Il sortit la broche, la brandissant comme une preuve. « Fanta, » dit-il, sa voix lourde de déception feinte, « après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous voles ?» Chloé, figée, regardait la shrum, ses yeux passant de la broche à Fanta. « Ce n'est pas moi, » répondit Fanta, son regard planté dans celui de Chloé, cherchant un signe de confiance. Mais Chloé recula, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas quoi penser, » balbutia-t-elle. Béatrice, triomphante, ajouta « C'est toujours ainsi avec ceux qui ne savaient pas apprécier ce qu'on leur donne. » La soirée apporta le coup final. Dans le vestibule, sous un lustre scintillant, Charles et Béatrice se tenaient, côte à côte, un sac de voyage usé à leurs pieds. « Nous ne pouvons tolérer une voleuse sous notre toit, » déclara Charles, sa voix tranchante comme une lame. « Prends tes affaires et pars. » Fanta, immobile, sentit le regard brisé de Chloé sur elle. « Je t'ai défendu, » murmura Chloé, les larmes coulant sur ses joues. « Je pensais qu'ils avaient vendu tort, mais peut-être qu'ils avaient raison depuis le début. » Fanta, le cœur serré, répondit d'une voix calme mais ferme.
Tu te trompes, Chloé, mais je ne te supplierai pas de me croire. » Dehors, la pluie trempait ses vêtements alors qu'elle ramassait son sac. Le portail de la maison du bois se referma derrière elle avec un claquement métallique. Elle serra le bracelet d'Éléonore contre son poignet, son seul lien avec sa mère adoptive. « Ils pensent me m'avoir brisé, » songea-t-elle, « mais ils viennent de me libérer. » Debout sous l'averse, elle murmura. « Vous regretterez ça. » La nuit l'engloutit, mais une flamme nouvelle brûlait en elle. Elle n'était plus la fille docile qu'il croyait avant de contrôler. Elle était prête à contre-attaquer, et chaque pas dans l'obscurité renforçait sa résolution. Le jeu ne faisait que commencer. La pluie de la veille avait laissé place à un vent mordant qui sifflait dans les ruelles étroites du quartier où Fanta avait trouvé refuge. Expulsée de la maison du bois, elle s'était installée dans une chambre exiguë d'un immeuble délabré, où les murs tachés d'humidité et le grincement des tuyaux étaient ventrotés ses seuls compagnons. Chaque matin, elle enfilait un tablier usé pour rejoindre un petit café en bordure de Paris, lavant des assiettes jusqu'à ce que ses mains rougissent. Mais sous cette apparence de résignation, son esprit restait alerte, aiguisé par la promesse faite à Éléonore. Le bracelet d'argent à son poignet, vestige de sa mère adoptive, était un rappel constant. Elle n'était pas brisée, elle était en attente. Une nuit, alors qu'elle rentrait à pied, après un service épuisant, des ombres surgirent d'une ruelle sombre. 2 silhouettes, capuches baissées, s'approchèrent, rapidement. « Ton sac, vite !» grogna l'une d'elles, une lame brillant dans sa main. Fanta sentit son cœur s'accélérer, mais son instinct prit le dessus. « Attendez !» dit-elle, sa voix ferme malgré la peur. Elle sortit son téléphone, feignant d'appeler. « Police ? Oui, je suis rue des Carmes. Ils sont 2, armés. » Les hommes échangèrent un regard, puis s'enfuirent dans l'obscurité. Fanta resta immobile, le souffle court, son téléphone éteint dans sa main. « Ils pensent que je suis une proie facile, » songea-t-elle. Comme Charles et Béatrice. Elle serra le bracelet contre sa peau, puis reprit son chemin, plus déterminée que jamais. Au café, une collègue, une femme aux cheveux grisonnants nommée Marianne, remarqua les cernes sous les yeux de Fanta. Entre 2 piles d'assiettes, elle posa une main sur son épaule. « Tu portes un secret, petite, » dit-elle, sa voix rauque mais douce. « On ne cache pas un regard comme le tien sans une histoire. Tu veux en parler ?» Fanta esquissa un sourire, essuyant une assiette avec soin. « Merci, Marianne, mais je m'en sors. » Elle détourna les yeux, sentant le poids de la solitude. Marianne glissa une part de tarte aux pommes dans son sac à la fin du service. « Pour ce soir, » murmura-t-elle, « on ne traverse pas le désert seul. » Fanta hocha la tête, touchée mais prudente. « Personne ne doit savoir, » pensa-t-elle. Pas encore. Le geste de Marianne, bien que sincère, lui rappelait qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Ce fut dans cet état d'esprit qu'elle se rendit au rendez-vous avec Maître Moreau. L'adresse, griffonnée sur un bout de papier, glissée dans la lettre d'Éléonore, menait à un immeuble discret dans une rue calme. L'intérieur du bureau était sobre, presque austère, avec des étagères croulant sous les dossiers et une odeur de cuir vieilli. Maître Moreau, un homme aux lunettes cerclées d'acier, l'accueillit avec un sourire mesuré. « J'attendais votre visite, » dit-il, désignant un fauteuil. « Quel était le mot de passe ?» Fanta, assise droite, répondit sans hésiter. « Quand elle m'a rencontré, elle m'a demandé quel était mon plus grand rêve. J'ai répondu « avoir une maison ». Moreau hocha la tête, ouvrit un coffre-fort et en sortit une liasse de documents. « Bienvenue chez vous, mademoiselle Dubois. Maintenant, au travail. » Il étala les papiers sur le bureau, révélant l'ampleur de l'héritage d'Éléonore. Une maison à Paris, des parts dans des entreprises de technologiques, des investissements immobiliers
à travers l'Europe. Elle savait qu'il vous mettrait à la porte, dit Moreau, son ton grave, mais elle croyait en votre force. Vous devez apprendre à gérer tout cela. Fanta sentit une vague d'émotion monter, mais elle la repoussa. Je ne veux pas seulement gérer, répondit-elle, sa voix tremblante de détermination. Je veux qu'ils comprennent leur erreur. Moreau esquissa un sourire. Alors commençons. Les jours suivants, Fanta plongea dans un monde de chiffres et de stratégies. Chaque soir, après ses heures au café, elle s'enfermait dans sa chambre, étudiant des rapports financiers sous la lumière d'une lampe vacillante. Les termes comme liquidité et portefeuille d'investissement devinrent aussi familiers que les poèmes qu'elle lisait autrefois avec Éléonore. Elle découvrait un talent qu'elle ignorait posséder, une capacité à voir les failles, à anticiper les mouvements, comme sur un échiquier. Le bracelet à son poignet semblait pulser à chaque page tournée, un lien avec la femme qui lui avait donné cette chance, mais l'épuisement pesait. Une nuit, seule dans sa chambre, elle fixa le plafond fissuré, doutant un instant. « Et si je ne suis pas à la hauteur ?» songea-t-elle. Mais l'image d'Éléonore, son regard fier lorsqu'elle lui apprenait à tenir tête aux critiques, balaya ses craintes. Fanta se redressa, ouvrit un nouveau dossier. Charles et Béatrice pensaient de l'avoir réduite à néant, mais elle construisait son arsenal, pièce par pièce. Bientôt, elle passerait à l'offensive, et ils découvriraient qu'elle n'était pas la fille fragile qu'ils imaginaient. Pour l'instant, elle continuait à laver les assiettes, à sourire à Marianne, à jouer le rôle de l'ombre. Mais dans l'obscurité de sa chambre, elle devenait une stratège, prête à renverser leur monde. Les nuits de Fanta, désormais rythmées par le bourdonnement d'un néon défectueux dans sa chambre de fortune, se transformaient en sessions stratégiques. Son petit appartement, loué avec les maigres économies du café, était devenu une salle de guerre. Une table pliante croulait sous les dossiers financiers et un vieil ordinateur portable affichait des graphiques boursiers. Le bracelet d'Éléonore, toujours à son poignet, semblait lui insuffler une énergie nouvelle. Chaque page tournée, chaque ligne analysée, était un pas de plus vers la revanche qu'elle préparait contre ceux qui l'avaient jeté dehors. Assise face à l'écran, Fanta scrutait des relevés bancaires qu'elle avait obtenus grâce à un contact de Maître Moreau. Ses yeux s'arrêtèrent sur une anomalie. Charles avait transféré une somme conséquente vers un compte offshore, une transaction masquée sous des frais de consultation douteux. Elle sourit, un rictus froid. « Il croit pouvoir cacher ses traces, » pensa-t-elle, « mais il ne me connaît pas. » Elle décrocha son téléphone et appela un courtier, recommandé par Moreau. « Prenez le lot entier, » ordonna-t-elle, sa voix claire et assurée. « Les actions que Charles a vendues. Hier. Le prix est dérisoire. Ils sont désespérés. Achetez. » Le courtier, impressionné par son aplomb, confirma. « C'est fait, mademoiselle. Vous venez de prendre le contrôle de leur principale position. Ils n'ont rien vu venir. » Fanta reposa le téléphone, son cœur battant d'une excitation contenue. Ce n'était que la première pièce sur l'échiquier, mais elle savait que chaque mouvement comptait. Charles, avec son arrogance de patriarche, n'imaginait pas qu'elle puisse comprendre les rouages de son monde. Mais Éléonore lui avait appris à observer, à analyser, à frapper là où l'adversaire s'y attendait le moins. Elle ouvrit un autre dossier, notant les erreurs de gestion de Charles dans l'entreprise familiale, des décisions imprudentes qui avaient fragilisé leur position financière. Pourtant, au milieu de la nuit, un doute la saisit. Seule dans l'appartement, elle fixa le bracelet d'argent, ses contours usés par le temps. « Et si je ne suis pas assez forte ?» songea-t-elle, ses doigts effleurant le métal. Les meupon, ces semaines d'humiliation, de solitude, pesaient l'arto, lourd. Elle ferma les yeux, revoyant un instant où Éléonore, face à une critique cinglante d'un collègue lors d'un gala, lui avait dit de garder la tête haute. Ils attaquent quand ils sentent la faiblesse.
avait-elle murmuré. Mais tu es plus forte que tous. Fanta rouvrit les yeux, sa détermination ravivée. Elle ne jouait pas seulement pour elle, mais pour honorer la foi que sa mère adoptive avait placée en elle. Le lendemain, en nettoyant des tables au café, elle tomba sur un article dans un magazine abandonné par un client. Vente aux enchères caritative, en mémoire d'Éléonore Dubois, titrait-il. Charles et Béatrice organisaient un événement fastueux pour vendre des œuvres d'art, dont le portrait préféré d'Éléonore, un tableau qu'elle chérissait comme un reflet de son âme. Fanta sentit une colère sourde monter en elle. Il ne se contentait pas de la chasser. Il profanait dans l'héritage de sa mère pour asseoir leur pouvoir. Elle appela Maître Moreau, sa voix tremblante d'une rage contenue. « Ils vont vendre son portrait, » dit-elle. « C'est là que tout se jouera. » Moreau, au bout du fil, resta silencieux un instant avant de répondre. « Ce sera public, ce sera brutal. Êtes-vous prête ?» Fanta, debout près de la fenêtre de son appartement, regarda les lumières de Paris scintiller au loin. « Je me prépare à ça depuis le jour où ils m'ont jeté dehors, » répondit-elle, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Elle raccrocha et s'assit pour élaborer son plan. L'enchère serait son champ de bataille, le moment où elle révélerait sa force. Elle imagina Charles et Béatrice, sûrs de leur triomphe, ignorant qu'elle détenait déjà les clés de leur chute. Elle passa la soirée à peaufiner sa stratégie. Avec l'aide de Moreau, elle avait accès à des fonds qu'elle pouvait mobiliser discrètement. Elle prévoyait d'utiliser une société écran pour enchérir sur le portrait, non seulement pour le récupérer, mais pour envoyer un message. Elle n'était plus la fille invisible qu'il croyait pouvoir écraser. Chaque détail était calculé. Le montant qu'elle était prête à dépenser, le moment où elle entrerait dans la salle, la façon dont elle confronterait leur hypocrisie devant les élites parisiennes. Le bracelet à son poignet semblait vibrer, comme si Éléonore guidait chacun de ses gestes. Alors que l'aube pointait, Fanta ferma son ordinateur, épuisée mais galvanisée. Elle n'était plus la servante silencieuse, ni la fille rejetée sous la pluie. Elle était une joueuse, et l'échiquier était à elle. Charles et Béatrice pensaient avoir gagné, en la chassant, mais ils avaient sous-estimé l'adversaire qu'ils avaient créé. Bientôt, ils comprendraient que leur arrogance était leur plus grande faiblesse, et que Fanta, armée de l'héritage de sa mère, était prête à renverser la partie. La stratégie de Fanta prenait forme, chaque pièce de son échiquier soigneusement placée. Les jours précédant la vente aux enchères caritatives avaient été un tourbillon de préparatifs secrets. Dans son appartement exigu, elle peaufinait son entrée, répétant chaque mot, chaque geste, pour que l'impact soit aussi précis qu'un coup d'échec. Le bracelet d'Éléonore, scintillant sous la lumière faible, semblait approuver son audace. Ce soir-là, au Musée national d'art, elle ne serait plus l'ombre chassée par les Dubois. Elle serait une tempête. La salle de bal du musée était un éclat de lumière, avec ses lustres de cristal et ses murs ornés de fresques. Les élites parisiennes, drapées de soie et de bijoux, échangeaient des rires polis autour de coupes de champagne. Charles se tenait au centre, impeccable dans son smoking, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Il monta sur l'estrade, son sourire calculé, masquant l'avidité qui guidait ses actes. « Ce soir, commença-t-il, sa voix résonnant avec une gravité feinte, nous honorons Éléonore Dubois, une femme qui croyait en la famille et en la générosité. Cette vente aux enchères perpétue son héritage. » Béatrice, à ses côtés, rayonnait dans une robe de couturier, hochant la tête avec une fausse humilité. Fanta, restée dans l'ombre à l'entrée de la salle, observait la Saucenne. Elle portait une robe de soirée noire, taillée pour épouser ses formes avec une élégance tranchante. Ses cheveux, relevés avec soin, mettaient en valeur le bracelet d'Éléonore,
son unique bijou. Elle sentit les regards se poser sur elle alors qu'elle avançait, ses talons claquant doucement sur le parquet. Chloé, présente parmi les invités, la repéra immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent et elle fit un pas vers Fanta, la voix tremblante. « Fanta, je t'en prie, » murmura-t-elle. « J'ai eu tort, laisse-moi réparer ça. » Fanta posa une main sur son bras, son regard ferme, mais sans rancune. « Pas maintenant, Chloé, » répondit-elle. « J'ai du travail à faire. » Chloé recula, blessée mais silencieuse, tandis que Fanta poursuivait son chemin vers l'estrade. La vente aux enchères commença, et le portrait d'Éléonore, une œuvre délicate où son regard semblait vivant, fut présenté. Le commissaire-priseur lança les enchères avec enthousiasme. « 5 millions d'euros !» cria-t-il. Une voix inattendue s'éleva, celle d'un homme en costume gris, un ancien associé de Charles. 6 millions. Fanta comprit immédiatement. Charles avait chargé cet homme de faire monter les prix, espérant l'épuiser financièrement. Elle leva la main, sa voix claire coupant l'air. 10 millions. Les murmures s'intensifièrent. L'associé, imperturbable, renchérit. 15 millions. Fanta, sans ciller, répondit 20 millions. La salle devint un théâtre de tension. Chaque enchère était un défi, chaque regard échangé entre Fanta et l'associé, une bataille silencieuse. Charles, depuis l'estrade, commençait à perdre son assurance, ses doigts guidés crispés sur son verre. Béatrice, à ses côtés, murmurait quelque chose, son visage blêmissant. Le commissaire-priseur, sentant l'électricité dans l'air, s'exclama « 25 millions. Y a-t-il une offre supérieure ?» Fanta, immobile, leva à nouveau la main. « 30 millions, » dit-elle, sa voix résonnant comme un verdict. Un silence stupéfait envahit la salle. L'associé secoua la tête, vaincu. Le marteau frappa. « Adjugé à la dame en noir. » Fanta monta sur l'estrade, ignorant les regards médusés. Elle se tenait devant le portrait d'Éléonore, son regard fixé sur Charles et Béatrice, qui semblaient pétrifiés. « Ce portrait n'ira nulle part, » déclara-t-elle, sa voix ferme mais calme. « Il reste avec sa véritable propriétaire. » Les murmures dans la foule se transformèrent en un brouhaha. Charles tenta de reprendre le contrôle, s'avançant vers elle. « Fanta, arrête cette mascarade, » siffla-t-il, assez bas pour que seuls ceux à proximité l'entendent. « Tu n'as aucun droit. Quoi, ici ?» Fanta le fixa, un sourire froid aux lèvres. « Vous vous trompez, Charles. J'ai tous les droits. » Elle se tourna vers la foule, son assurance grandissant à chaque seconde. Les flashs des appareils photo crépitaient, capturant l'instant où l'équilibre du pouvoir basculait. Béatrice, incapable de supporter l'humiliation, murmura à Charles « Fais quelque chose. » Mais il restait figé, conscient que chaque mot prononcé risquait de l'enfoncer davantage. Fanta, debout face au portrait, sentit la présence d'Éléonore à ses côtés, comme une force invisible la guidant. Elle avait gagné cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Ce soir, elle n'avait pas seulement repris un tableau, elle avait repris sa place, et elle était prête à faire tomber le masque de ceux qui l'avaient gobé sous-estimé. La tension dans la salle de bal du musée était palpable, l'air chargé d'un silence oppressant après la victoire éclatante de Fanta à l'enchère. Les regards des élites parisiennes, figés sur elle, oscillaient entre choc et fascination. Fanta se tenait sur l'estrade, sa robe noire captant la lumière des lustres, le portrait d'Éléonore derrière elle comme un bouclier. Charles et Béatrice, à quelques pas, semblaient rapetissés, leur visage blême trahissant une panique croissante. Fanta prit le micro, sa voix claire et assurée, coupant à travers le murmure grandissant de la foule. « Bonsoir », commença-t-elle, son regard balayant l'assemblée. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fanta Martin Dubois, la fille de l'adoptive d'Éléonore,
est son unique héritière. Un frisson parcourut la salle. Des invités échangèrent des regards. Certains reculèrent, mal à l'aise, tandis que les flashs des photographes s'intensifièrent. Charles tenta de s'interposer, sa voix tremblante. « Fanta, ça suffit !» lança-t-il, mais elle l'ignora, son regard fixé sur la foule. « Vous vous demandez peut-être pourquoi Charles et Béatrice prétendent gérer l'héritage d'Éléonore, » poursuivit-elle, un sourire froid aux lèvres. La réponse est simple, ils ont menti. Elle fit un signe à Maître Moreau, qui s'avança avec une mallette. Il connecta un projecteur et l'écran derrière Fanta s'illumina, révélant une vidéo où Éléonore apparaissait, amaigrie mais le regard vif. Dans la vidéo, Éléonore parlait avec une clarté implacable. « J'ai entendu Béatrice dire à Charles que Fanta ne méritait pas le nom des Dubois, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle. « J'ai entendu Charles se plaindre du coût de son éducation. Ils ne l'ont jamais vue comme une fille, mais comme un fardeau. C'est pourquoi je lui ai tout donné, pas pour la rendre riche, mais pour lui offrir le pouvoir de leur montrer ce qu'est l'amour véritable. » Les mots d'Éléonore tombèrent comme un couperet. Des murmures indignés s'élevèrent, et plusieurs invités se tournèrent vers Charles et Béatrice, dont les masques de respectabilité s'effritaient à vue d'œil. Fanta reprit la parole, sa voix gagnant en force. « Ma mère m'a appris à voir la beauté dans ce que les autres ignorent, » dit-elle, son regard s'adoucissant un instant. « Elle m'a appris à dessiner, non pour devenir artiste, mais pour observer le monde avec clarté. Ce soir, je rends hommage à sa vision. » Elle fit un geste, et Maître Moreau distribua des copies certifiées de documents juridiques aux journalistes présents, des preuves de son adoption légale, des décisions testamentaires et des relevés financiers montrant les détournements de Charles. « Voici la vérité, » ajouta-t-elle. « Ils ont cru pouvoir m'effacer, mais ils ont oublié que ma mère m'a donné les armes pour me défendre. » Charles, rouge de honte, tenta une dernière défense. « C'est une diffamation !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le chaos. Béatrice, les larmes aux yeux, murmura. « Arrêtez ça, arrêtez ça !» Mais la salle était déjà en ébullition. Les invités chuchotaient, certains quittaient la pièce, incapables de soutenir l'humiliation publique. Les journalistes, avides, griffonnaient bien frénétiquement, capturant chaque instant de la chute des Dubois. Fanta se tourna vers Charles, son regard implacable. « Vous avez cru que j'étais une ombre, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Mais c'est vous qui avez perdu votre place dans la lumière. » Elle descendit de l'estrade, ignorant les regards médusés. Chloé, restée en retrait, s'approcha, ses yeux brillants de larmes. « Fanta, commença-t-elle, mais Fanta leva une main, l'arrêtant doucement. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. « Tu auras le temps de prouver qui tu es. » Elle quitta la salle, la tête haute, laissant derrière elle un silence assourdissant. Charles et Béatrice, seuls au milieu de la foule, semblaient des statues brisées, leur réputation en lambeaux. Fanta savait que ce n'était pas la fin. Il se battrait encore, par désespoir ou par orgueil. Mais ce soir, elle avait repris le contrôle, et l'échiquier était désormais le sien. 6 mois s'étaient donc écoulés depuis la nuit où Fanta avait renversé l'échiquier des Dubois dans la salle de bal du musée. La maison familiale, autrefois un mausolée de froideur, vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Transformée en siège de la fondation Éléonore Martin Dubois, elle accueillait des jeunes issus de foyers d'accueil, leur rire résonnant dans les couloirs où Fanta avait jadis marché en silence. Chaque pièce, chaque tableau portait désormais l'empreinte d'un projet plus grand, donner une chance à ceux que le monde avait oubliés. Fanta, debout dans l'ancien bureau de sa mère adoptive, sentait que ce lieu n'était plus seulement une maison, c'était un phare. Ce matin-là,
elle avait convoqué Charles et Béatrice pour une dernière rencontre. Ils entrèrent, les épaules voûtées, leurs visages marqués par la disgrâce publique qui avait suivi la vente aux enchères. Les journaux parisiens avaient comptallé leurs mensonges, leurs détournements, leur mépris. Charles, jadis si imposant, semblait diminuer, son regard fuyant celui de Fanta. Béatrice, les lèvres pincées, serrait un sac à main comme s'il pouvait la protéger. Fanta, assise derrière le bureau d'Éléonore, posa une enveloppe devant eux. « Voici une pension, » dit-elle, sa voix calme mais inflexible. « Suffisante pour vivre décemment, mais pas dans le luxe. Ma mère ne vous aurait pas laissé à la rue, et moi non plus. Mais vous n'aurez plus jamais rien à voir avec l'héritage du bois. Partez. » Charles serra les poings, sa voix rauque. « Tu as tout pris, » murmura-t-il, amer. « Tout ce pourquoi nous avons travaillé. » Fanta le fixa, un sourire triste aux lèvres. « Vous n'avez jamais travaillé pour l'amour de ma mère. Vous avez voulu son pouvoir, pas son héritage. » Béatrice, incapable de répondre, détourna les yeux. Ils quittèrent donc la pièce sans un mot, leurs silhouettes s'effaçant dans le couloir. Fanta referma la porte, un poids invisible quittant ses épaules. Elle n'avait pas cherché la vengeance, mais la justice, et elle l'avait obtenue. Plus tard, dans la cour de la fondation, Fanta supervisait un événement pour les jeunes bénéficiaires. Des tables étaient dotées dressées sous des guirlandes lumineuses, et des enfants riaient en décorant des banderoles. Chloé, devenue volontaire, s'approcha, un plateau de jus de fruits dans les mains. Elle avait changé, ses gestes étaient bien plus assurés, son regard plus sincère. « Fanta, » dit-elle doucement, posant le plateau, « je sais que je t'ai blessé. Je veux prouver que je peux être meilleure. » Fanta la regarda, notant l'effort dans ses yeux. « Le pardon se gagne par les actes, Chloé, » répondit-elle, sa voix adoucie. « Ce que tu fais ici est un bon début. » Chloé sourit, un mélange de soulagement et de gratitude, et rejoignit les enfants, distribuant des verres avec une énergie nouvelle. Fanta sentit une chaleur inattendue. Elle essaie, pensa-t-elle. Et c'est assez pour aujourd'hui. L'après-midi, un défi se présenta. Un donateur influent, un homme d'affaires aux manières arrogantes, insista pour rencontrer Fanta. Dans une salle de réunion, il tenta de dicter ses conditions pour financer la fondation. Nous pourrions orienter les fonds vers des projets plus visibles, dit-il, son ton paternaliste. Fanta, impassible, répondit. Cette fondation existe pour les enfants, pas pour votre image. Si vous voulez aider, vous suivrez notre mission. Sinon, la porte est là. L'homme, déstabilisé, bredouilla une excuse avant d'accepter ces termes. Fanta quitta la réunion, son assurance renforcée. Elle n'était plus la fille qui doutait dans son appartement exigu. Elle était une femme qui commandait le respect. Au crépuscule, Fanta se tenait dans le hall principal de la fondation, face au portrait d'Éléonore, désormais accroché comme un symbole. Une petite fille, une bénéficiaire de la fondation, s'approcha, ses tresses dansant alors qu'elle tirait sur la manche de Fanta. « Madame Fanta, » dit-elle timidement, « je veux devenir comme vous un jour. » Fanta s'agenouilla, son sourire éclatant. « Et qui veux-tu être ?» demanda-t-elle. La fillette, les yeux brillants, répondit. « Quelqu'un qui aide les autres à trouver leur maison. » Fanta sentit son cœur se serrer. « Alors je t'aiderai à y arriver, » murmura-t-elle, posant une main sur l'épaule de l'enfant. « Tout ce que tu rêves, tu peux l'atteindre. » Seul plus tard, dans le bureau d'Éléonore, Fanta s'assit, le bracelet d'argent scintillant à la lumière. La fondation prospérait, offrant des bourses, des mentors, un avenir à des jeunes qui, comme elle autrefois, cherchaient un foyer. Elle avait transformé la douleur en espoir, l'humiliation en force. Charles et Béatrice avaient qu'Olivier cru pouvoir l'effacer, mais ils avaient fait d'elle
une continuatrice de l'héritage d'Éléonore, un héritage non pas de richesse, mais d'amour choisi. Elle ferma les yeux, sentant la présence de sa mère adoptive. « Tu m'as donné plus qu'une maison, » pensa-t-elle. « Tu m'as donné un but, et ce but, elle le porterait pour toujours. Merci d'avoir suivi l'histoire de Fanta Martin Dubois, un voyage de courage, de justice et d'amour véritable face à la trahison et au mépris. J'espère que ce récit vous a touché, inspiré, ou peut-être poussé à réfléchir sur ce que signifie vraiment la famille et la résilience. Partagez vos pensées, vos émotions, ce que cette histoire a éveillé en vous. Vos réflexions comptent pour nous. Merci pour votre écoute attentive et votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine de force et d'espoir.